Chers amis, merci de nous rejoindre une fois encore pour cette chère Henri Lafontaine sur notre chaîne YouTube. Vous la regarderez un matin, un midi, un soir à votre convenance. Vous en parlerez aussi autour de vous pour mieux la faire connaître. Vous la partagerez et on vous en remercie déjà. Dans la suite des idées que nous essayons d'explorer autour de ce que faisait, réalisait, pensait Henri Lafontaine, il y a évidemment la question de la défense, il va en être question, la question de l'état de droit. Comment voulez-vous qu'un juriste épris de paix et de citoyenneté ne soit pas d'office concerné par l'état de droit? L'état de droit, la citoyenneté et la démocratie. Autant de thèmes que l'on retrouve aussi dans Défense européenne pour les citoyens chez Couleur Livre, cet ouvrage signé par notre invitée, Sophie Haine, qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, on va commencer par ces mots-clés. Souveraineté, quand on pense Europe évidemment. Souveraineté, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie, comme d'aucuns le pensent, Philippe de Villiers par exemple, la souveraineté des États membres, ou au contraire une entité européenne qui soit elle-même souveraine? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci d'entrée de jeu de poser cette question de la souveraineté parce qu'elle est fondamentale dans mes écrits, dans mes recherches. Donc avant cet ouvrage-ci, j'ai publié 2 ouvrages sur la souveraineté, un en anglais, un en français, dans lequel j'explique qu'on ne peut créer une Europe fédérale sans souveraineté. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que le fédéralisme européen est indispensable pour, à l'avenir, garantir la citoyenneté réelle de tous les Européens. Alors quand vous faites référence à Philippe de Villiers et autres souverainistes nationaux, je pense que c'est très intéressant parce qu'en tant qu'européiste, pro-européenne, fédéraliste, je ne suis pas de ceux et celles qui méprisent les arguments souverainistes. Je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Je pense que la réaction souverainiste nationale est liée à des évolutions structurelles qui expliquent ce besoin de retour à la souveraineté. Et mépriser ces réactions-là, en fait, ne fait que les encourager. Bon, on a vu que le Brexit s'est produit il y a quelques années. Il va peut-être y avoir d'autres exits. Il y a en tout cas une montée des arguments souverainistes qui vont souvent de pair avec beaucoup de nationalisme. Et je trouve qu'il y a assez peu de réponses de la part des courants politiques dominants, que ce soit à gauche comme à droite. Dans la société civile, a fortiori fédéraliste, il y a pas mal de réponses, mais elles ne percent pas toujours dans les médias et elles percent assez peu dans les sphères politiques. Donc ce que je propose, moi, c'est une redéfinition de la souveraineté qui ne soit pas donc une pure reproduction du schéma de souveraineté nationale, mais qui tout de même s'en inspire. Donc si vous voulez, l'idée c'est de ne pas... Comme font parfois les européistes, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on a construit cette Union européenne qui, à mains égards, a garanti beaucoup de droits, une certaine prospérité, la paix, etc., mais qui, à d'autres égards, a dilué les souverainetés nationales. Donc ça, c'est un des arguments des souverainistes nationaux qu'il faut prendre au sérieux et prendre en compte. Et la réponse, selon moi, c'est de créer cette souveraineté européenne qui passe par des changements structurels fondamentaux, au niveau institutionnel, au niveau des politiques. Donc, très brièvement, une Europe fédérale souveraine, cela veut dire avoir un niveau de gouvernement européen qui soit responsable devant un Parlement élu démocratiquement, Parlement apte à légiférer et à contrôler le gouvernement, avec une Cour de justice indépendante, qui soit donc une Cour constitutionnelle, qui applique une constitution européenne à venir, que l'on n'a pas encore. Tout ça donc dans un cadre vraiment fédéral. C'est évidemment un schéma à très long terme, puisque cela suppose petit à petit la disparition des États. Dans le fédéralisme que je défends, on a donc un système de gouvernance, de gouvernement européen, qui peut être très décentralisé. Bien entendu, le fédéralisme, par définition, c'est la décentralisation, mais les États devraient perdre leur souveraineté. Donc les États, au sens où on l'entend aujourd'hui, n'auraient plus cette souveraineté qu'ils ont encore aujourd'hui, mais de façon diluée. Et je pense que c'est indispensable pour faire face aux grands défis, aux défis de tout type. Les défis évidemment écologiques et environnementaux, les défis financiers, les défis géopolitiques. Et voilà, à l'heure actuelle, quand on regarde l'état des relations internationales aujourd'hui, il y a beaucoup de forces qui poussent vers une sorte de... davantage de protectionnisme, évidemment, mais davantage de protection des frontières au sens large. Alors la question, c'est comment... Je pense qu'à un moment donné, l'Union européenne
évoluera en ce sens-là. Le problème, c'est de quelle façon? Est-ce que ce sera démocratique ou pas? Est-ce que ce sera dans l'intérêt de la majorité ou d'une minorité? Donc voilà. Donc moi, je fais partie de ces intellectuels, de ces penseurs qui essaient de penser les choses à long terme. Je regarde les tendances dans l'existant, mais l'idée, c'est d'essayer de pousser ces tendances au niveau intellectuel pour guider, on va dire, la société civile, l'action politique, avec d'autres. Comme je le disais, je fais partie de pas mal d'organisations. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à vos questions. Poussons le curseur encore un peu plus loin, si vous le voulez bien, dans cette prospective que vous évoquez. Si l'on regarde les États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une souveraineté incontestable américaine, il y a des États qui sont quand même jaloux d'un certain nombre de leurs prérogatives, leurs lois respectives, sur le plan éthique, sur d'autres plans. Est-ce que c'est vers cela que l'on se dirigerait? Quelle est aussi alors la taille critique? Parce qu'on a beaucoup dit, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, ça ne marchera pas, singulièrement aujourd'hui, mais même la masse critique, la grande Europe telle qu'on la vit pour l'instant, elle se vit mal en tant que telle. Il n'y a pas de véritable esprit européen de Budapest jusqu'à La Haye. Oui, merci beaucoup. C'est une question vraiment, vraiment intéressante, donc plusieurs aspects. Et c'est bien de rentrer un peu dans le concret pour que voilà, les gens comprennent ce que j'entends par souveraineté. Alors, tout à fait, je pense que le schéma des États-Unis sur le plan institutionnel est vraiment intéressant. Il y a des limites au niveau démocratique, mais c'est en effet un vrai État fédéral, au sens classique. Et bon, l'organisation que j'ai contribué à créer, qui au départ s'appelait Stand Up for the United States of Europe, maintenant s'appelle Stand Up for Europe, c'est intéressant que le nom, le modèle de départ était les United States, les États-Unis. Parce qu'en effet, là, on a une souveraineté au niveau central. L'État fédéral reste souverain sur les questions fondamentales, les grandes questions régaliennes, hein, on va dire, de défense, macroéconomique, de contrôle des frontières. Mais les États fédérés ont beaucoup, comme vous le dites, beaucoup d'autonomie, même au niveau de la justice, au niveau de la police, mais en tout cas beaucoup sur les questions éthiques, au niveau de l'éducation, etc. Donc c'est un modèle intéressant, en tout cas qui montre que le fédéralisme, c'est beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui en Europe. Parce que le schéma institutionnel européen, donc de l'Union européenne, n'est pas du tout fédéral. On a une sorte d'hybride entre l'intergouvernemental et le supranational. Certaines des institutions européennes reflètent cette dimension intergouvernementale, le Conseil européen, le Conseil des ministres, qui sont donc deux institutions différentes. D'autres, comme la Commission européenne ou le Parlement européen ou la Cour de justice des communautés européennes, reflètent davantage la dimension supranationale. Et pour l'essentiel des décisions, on a ce qu'on appelle le triangle institutionnel qui fait intervenir trois de ces institutions: la Commission, le Parlement et le Conseil. Ici, en l'occurrence, le Conseil des ministres par thème, donc sociaux, défense, etc. Et donc, ça veut dire que pour une loi européenne, on a trois institutions qui sont en partie intergouvernementales, en partie supranationales, qui interviennent. Tout ça, c'est évidemment problématique et du point de vue de la souveraineté et du point de vue de la démocratie, puisque la seule de ces trois institutions qui est directement élue, c'est le Parlement européen. Et il ne peut pas proposer de loi directement. Alors, bien entendu, on a une légitimité démocratique indirecte, puisque nous élisons nos parlements, nos gouvernements sont responsables devant ces parlements, et le Conseil, donc la réunion des ministres en fonction des thèmes, le Conseil des ministres et le Conseil européen, ben voilà, sont indirectement responsables démocratiquement, mais c'est une légitimité très indirecte, surtout quand il y a décision à la majorité. Donc on voit, puisque parfois il y a une majorité qui choisit d'aller dans un sens, hein, une loi européenne, et une minorité de gouvernements qui sont contre. Donc ça veut dire que certains États se voient appliquer des décisions qu'ils n'ont pas choisies. Donc il y a, dans les arguments dits eurosceptiques ou anti-européens ou souverainistes, des choses très vraies dans le déficit démocratique, ce qu'on appelle le déficit démocratique au niveau européen. Donc, mais surtout, ça pose aussi un problème au niveau de la souveraineté, parce que qui détient la souveraineté dans ce sorte de chaos comme ça institutionnel que seuls les juristes ou les politologues comprennent vraiment? Bien en fait, personne. Enfin, je pense, donc je cite ici Schmitt dans cet ouvrage, Carl Schmitt, qui est un personnage très problématique sur le plan historique et de ses obédiences idéologiques, les obédiences idéologiques qu'il a eues en pratique et ses engagements pratiques, mais qui sur le plan intellectuel est vraiment l'un des penseurs de la souveraineté qui a le plus clarifié ce qu'est la souveraineté. Et une de ses définitions, c'est de dire:
donc est souverain l'institution qui décide de la situation exceptionnelle, autrement dit de l'état d'urgence. Si on applique cette définition à l'état actuel de l'intégration européenne, les États sont encore souverains. Donc en gros, décider de l'état d'urgence, de la guerre, cela revient encore à l'état national. Le Covid, par exemple. Donc on voit que la souveraineté sur le plan dur, stricto sensu, réside encore au niveau national. Le problème, c'est que pour avoir une citoyenneté pleine et complète, on veut davantage que cela, qu'un État qui soit prêt à déclarer la guerre ou un état d'urgence, etc. On veut aussi tout un tas de politiques qui permettent cette citoyenneté. Et dans ces dimensions-là, les États sont beaucoup plus bridés, hein, au niveau macroéconomique, au niveau gestion des frontières, au niveau environnemental, etc. Énormément de choses sont maintenant décidées en partie au niveau européen. Et donc, voilà, on est entre deux rives, comme beaucoup disent, entre le niveau national et le niveau européen. Et il faut faire ce saut, à un moment donné, de créer cette souveraineté européenne. Voilà. Et je n'ai pas répondu à la deuxième partie de votre question, mais Alice. Non, mais Sophie, restons encore un instant sur cet aspect de la démocratie et de l'aspiration à cette éventuelle Europe fédérale. Il y a eu des refus lorsqu'il y a eu des projets constitutionnels. La France, mais elle n'était pas seule. Les Pays-Bas ont réchigné. Depuis lors, évidemment, il y a eu aussi le Brexit. On sent qu'il y a de grosses tensions. Comment imaginer demain des opinions publiques en Europe qui souhaiteraient conjointement le même modèle européen fédéral ? Ce n'est pas facile. Bon, moi, je fais partie de ces partisans de la démocratie représentative qui ne méprisent pas le peuple, entre guillemets. Donc, je crois que la population, les citoyens ne sont pas dupes, ils ne comprennent pas les détails, souvent, surtout quand il s'agit de questions européennes, mais sur la question de la Constitution européenne, il faut bien se rappeler que c'était un traité constitutionnel européen. Donc déjà, moi, voilà, si on se met à la place du citoyen ordinaire, qui ne lit pas beaucoup les journaux, traité constitutionnel européen. Donc dans le titre, tout est dit. C'est un traité, donc intergouvernemental, mais c'est aussi une constitution, ce qui est clairement beaucoup plus supranational, européen. On voit bien le côté problématique. Et je crois que le fait que ça ne soit pas passé, il y a bien entendu des instrumentalisations politiques de la part de certains courants, mais aussi des clarifications. Moi, la Constitution européenne et les fédéralistes dont je fais partie, la Constitution européenne que beaucoup préconisent dans ces milieux-là, ce serait une Constitution qui serait différente, qui serait véritablement, idéalement, écrite au moins indirectement par les citoyens, avec des représentants. Je suis pour la démocratie représentative, parce que la démocratie directe, c'est compliqué à plein d'égards, mais et qui serait aussi soumis à référendum ou à consultation populaire. Donc mais qui serait pratique comment ? C'est-à-dire c'est une constituante, le Parlement européen se déclarerait constituant ? Ouais, il y a plein de schémas concrets très différents, et ça, moi je laisserais ça aux politiques, mais je pense que c'est une possibilité, c'est une des possibilités, c'est que le Parlement européen serait constituant. Mais ça voudrait dire que si cette constitution était votée à un moment donné par les citoyens, et pas juste par les États, et avec des consultations un peu élitistes, comme c'était le cas à l'époque du traité constitutionnel européen, si cette constitution était votée, eh bien cette constitution alors devrait être vraiment, devrait contenir la charte des droits fondamentaux, devrait contenir les principes d'organisation de cette Europe fédérale souveraine, selon des principes démocratiques, évidemment, et bien entendu, les principes de l'état de droit, qui supposent que même le souverain, même l'institution souveraine est soumise au droit constitutionnel. Donc on ne peut pas... donc ça, normalement, cela devrait limiter aussi que des politiques telles que la politique de défense, qu'on préconise beaucoup chez les fédéralistes, et dont je fais partie, que cette politique de défense tombe dans des dérives de type militariste, impérialiste, etc. Parce que, comme je le disais, l'État, dans un système constitutionnel, dans un système de démocratie représentative qui est soumis à l'état de droit, la Constitution doit limiter les pouvoirs de l'État. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, quand je dis État, je veux dire institutions souveraines. Les institutions souveraines sont indispensables pour garantir la liberté effective, qui passe par les droits de citoyenneté, mais elles doivent être limitées. Ces institutions souveraines doivent être contrôlées, limitées, encadrées, parce qu'il y a toujours un risque énorme dans le pouvoir, le risque d'arbitraire, le risque d'excès. Je joue évidemment le rôle de l'avocat du diable, c'est mon job en cette matière. Je vais reprendre ce que vous venez de nous dire. La Constitution européenne devrait reprendre la Charte des droits fondamentaux. Alors on s'en souvient, en l'an 2000, avant le premier grand élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale, c'était le très grand débat. Est-ce que cette Charte des droits fondamentaux va pouvoir être incluse, oui ou non, sous forme d'un préambule ou sous forme d'articles contenants ? La Grande-Bretagne s'opposait à toute une série de droits sociaux
et de droit du travail qui ne correspondaient pas à leur schéma thatchérien de l'époque. Aujourd'hui, raisonnablement, vous pensez que Varsovie et Budapest vont accepter une série de choses concernant le choix et la liberté de genre, de déclinaison du genre. La Pologne se déclarait à certains égards LGBT-free et M. Orban est réélu sur un programme virulemment anti-gay. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça fait un peu référence à votre question, la deuxième partie de votre question précédente. C'est est-ce que on ne s'est pas trop dilué ou est-ce que l'élargissement n'a pas été trop vite par rapport à l'approfondissement? C'est souvent les termes qu'on utilise. Je suis assez d'accord avec cela. Moi, je pense que je suis plutôt pour l'Europe la plus large, l'Union européenne la plus large possible, mais seulement si cette Union européenne est intégrée. Pour moi, ce n'est pas une question culturelle. Je ne fais pas partie de ceux dits communautariens en philosophie politique qui supposent qu'on a besoin d'une culture commune pour faire fonctionner les institutions communes. Donc, ce n'est pas une question culturelle, c'est plutôt une question d'intégration politique. Et je crois que si il doit y avoir Europe fédérale souveraine à un moment donné, ce sera sans doute autour d'un noyau dur qui s'élargira petit à petit. Bon, ça a été le cas pour beaucoup de politiques qu'on a mis en place, y compris l'euro, etc. Donc ce sera un processus progressif. Un processus progressif, je pense qu'il serait irréaliste. On peut toujours imaginer qu'une constitution européenne, si elle était soumise aussi une constitution européenne progressiste qui reprendrait des droits du type de ceux qui sont compris dans la Charte européenne des droits fondamentaux, qu'une constitution européenne soit acceptée par l'ensemble des citoyens de l'Union européenne actuelle. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des divergences. Mais il faut bien se dire que ces divergences sont idéologiques plutôt que culturelles. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de courants alternatifs dans les pays que vous avez cités, que ce soit la Pologne ou la Hongrie. Il y a malheureusement... J'aurais pu en citer d'autres. Voilà, mais je crois que ces courants existent partout aujourd'hui dans l'Union européenne, mais que dans certains pays, ils sont arrivés plus facilement au pouvoir, mais qu'on n'est pas à l'abri, en fait, de... mais ça veut dire que le premier noyau dur européen devrait faire l'impasse sur ces pays, faire l'impasse aujourd'hui sur la Pologne, qui est un pays central et majeur, on ne voit pas comment. Je ne pense pas que ça devrait fonctionner comme ça. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est créer donc une constitution européenne qui parte aussi donc de l'implication des citoyens. Par exemple, imaginez que un nouveau Parlement européen élu ait pour tâche de rédiger une constitution européenne, ce qui voudrait dire que pendant le débat précédent les élections européennes, on mette clairement à l'agenda que les différents groupes politiques proposent leur version. Donc ça, c'est la démocratie représentative. Les groupes politiques ont comme tâche de simplifier en fait des choses qui sont assez complexes. Donc ils simplifient tout ça, que les médias fassent leur rôle, la société civile joue leur rôle, la société civile également, et puis que tout ça soit soumis à ratification, que tout ça soit soumis à référendum, que la population soit consultée. On pourrait imaginer que l'ensemble des citoyens européens, y compris en Pologne ou en Hongrie, acceptent, parce que suite à un débat, je pense que la force du débat la force du débat électoral, c'est aussi de faire changer les opinions. Je ne crois pas que les opinions sont... Si je vous dis wishful thinking, parce que pousser des nationalismes, pousser des extrêmes droites, on se réjouit que ces groupes, finalement, au Parlement, se détruisent l'un l'autre ou s'isolent l'un l'autre parce qu'ils ne se mettent pas d'accord. Mais ça reflète quand même des opinions publiques qui ne semblent pas empathiques de manière générale. Si vous proposez demain au parti de M. Bardella et Mme Le Pen ou à Mme Meloni de l'empathie pour les réfugiés, c'est déjà le point d'arrêt fondamental. Si vous leur parlez effectivement de la cause du genre, des gays et autres, vous avez déjà tout perdu. Mais il y a différentes approches en sciences politiques. Est-ce que les courants politiques, extrêmes ou pas, reflètent de façon mécanique et directe une sorte de demande dans la population, ou est-ce que ces courants politiques créent une demande et des opinions? Je pense que c'est un peu des deux. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la montée des extrémismes qui serait lié à un état structurel de l'intégration européenne peut s'appliquer à tous les débats. Donc si on prend par exemple la question du Brexit, il y avait dans la demande de retourner à une souveraineté britannique, selon moi, une vraie compréhension du manque de souveraineté qui existe aujourd'hui en Europe en général. Au niveau national, au niveau européen, il y a un manque de souveraineté. Je signale que vous vivez d'ailleurs en Grande-Bretagne. Je vis en Grande-Bretagne, bien sûr. J'étais évidemment anti-Brexit, mais en même temps, je suis retournée après le Brexit, mais je comprenais vraiment cette demande de souveraineté qui était de nouveau
qui était basée sur une analyse correcte ou sur une sorte d'analyse instinctive, on va dire intuitive, correcte en fait de l'état actuel de la situation au niveau européen. Le problème, c'est que les courants politiques utilisent en fait cette demande qui est basée sur des choses objectives pour détourner les débats. Et par exemple, voilà, la question de l'immigration est devenue fondamentale dans les débats pré-Brexit, et on peut dire que c'est ce qui se passe aussi. Ça ne va pas s'arranger, hein. Et ça ne va pas s'arranger, mais évidemment que l'immigration n'est pas le vrai problème au Royaume-Uni, comme l'immigration n'est pas le vrai problème dans d'autres pays européens où les courants extrémistes essaient de faire croire à la majorité de la population que c'est le problème. Donc cela, évidemment, il y a, de nouveau, comme je le disais, la démocratie représentative, on forme les opinions. Hein. Donc il y a une demande latente là, et la question c'est comment est-ce que les idéologies politiques, disons les idées pour utiliser un terme moins connoté, les idées politiques qui se confrontent, comment est-ce que ces idées influencent les opinions. Mais il n'y a pas de reflet mécanique. Mais la demande de davantage de souveraineté, elle est là. Elle est détournée, elle est mal utilisée, elle est manipulée par certains courants de type extrémiste, mais elle est là, et je pense qu'il y a une place à prendre pour des courants beaucoup plus progressistes, en fait. Oui, voilà, la deuxième fois que vous utilisez le mot progressiste. Je vous ai aussi lu dans un certain nombre de vos ouvrages très critiques à l'égard d'une gauche européenne dont vous semblez dire qu'elle trahit ses fondamentaux. Oui, moi je continue à avoir de l'espoir dans la gauche, que je me définis comme de gauche, mais je n'ai jamais été partisane, je ne fais partie d'aucun parti, uniquement d'organisation de la société civile. Mais je pense que la gauche, en tout cas la gauche social-démocrate, on va dire, a trahi en effet certains de ses idéaux en devenant une gauche de pouvoir. Et il y a même eu travestissement des termes, les réformes sont devenues le contraire de ce que les réformes voulaient dire dans l'histoire de la gauche. Il faut bien se rappeler que le sens de réforme, au départ, c'est quelque chose d'extrêmement radical. Donc on réforme le système pour le transformer, que ce soit le capitalisme, alors que, bon, c'est devenu autre chose. À partir des années 80, on est dans une phase maintenant très différente, que ce soit le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, qui sont des institutions quand même très mainstream, elles admettent, ces institutions, qu'on est face à la fin d'une ère. Donc l'ère de la globalisation prend fin petit à petit. Je pense que, idéologiquement, il va y avoir de plus en plus de changements. Ça fait déjà 1 ou 2 décennies que ça se prépare, et que cela va avoir un impact sur la gauche de gouvernement qui se retrouve dans l'opposition dans pas mal de pays depuis déjà quelques années. Elle doit se refonder. Elle doit se refonder. Elle doit se refonder idéologiquement surtout, mais aussi en pratique. Quand on parle des questions européennes, cette gauche centriste n'est pas suffisamment européenne. Elle est timide. Institutionnellement, elle est timide. Elle est parfois trop intéressée par le pouvoir. Mais alors qui porte cette idée européenne ? La droite et l'extrême droite, on en doute. La gauche, manifestement, se trahit. Il y a des courants verts qui la portent, il y a des courants... Moi, je crois très fort à la société civile fédéraliste. Malheureusement, cela reste des courants qui restent un peu trop élitistes, qui continuent à parler à des convaincus. Donc tout l'enjeu, là, est d'arriver à créer des alliances entre ces organisations qui ont quand même beaucoup de background, de contenu intellectuel. Donc je fais partie, par exemple, de l'Union des fédéralistes européens, qui a des cellules un petit peu partout, qui est une organisation assez ancienne. On travaille dans un comité scientifique. Donc c'est beaucoup entre académiques, on produit des textes, on fait des colloques. C'est le problème de beaucoup d'organisations de la société civile, c'est qu'il n'y a pas assez d'engagement de base. L'avantage des organisations politiques, surtout de gouvernement, c'est qu'elles ont cette capacité à parler aux citoyens ordinaires, cette infrastructure, mais il faut la créer au niveau européen. Donc il existe des organisations, par exemple de gauche européennes, mais l'essentiel du travail continue à se faire au niveau national. Donc ça, moi je continue à croire à cela. Je crois que les périodes d'opposition peuvent être très utiles pour se redéfinir. Et bon, l'aspiration au pouvoir n'est pas un problème en soi. C'est quand on aspire au pouvoir qu'évidemment on fait du travail pour convaincre les gens. Mais je crois que ces organisations doivent être poussées davantage, et elles ne sont pas assez poussées parce que les organisations fédéralistes qui existent sont trop petites, ne sont pas assez populaires. Il faut revoir le projet. Il faut revoir le projet et il faut remettre le travail idéologique au premier plan. Et je pense qu'une fois que cela va se faire, la question européenne reviendra naturellement. La question mondiale, évidemment aussi, de la paix au niveau mondial, de la paix au niveau européen, de la sécurité, de la paix, de la prospérité, etc. Tout ça, si on recommence à réfléchir dans les cercles dits progressistes, donc de gauche, moi j'aime le terme de gauche, si on recommence vraiment à réfléchir à fond, on va inévitablement revenir à la question de la souveraineté, de la démocratie, de l'état de droit et de tout ce que ça suppose au niveau politique et au niveau institutionnel. Alors, vous le savez,
l'un des grands moments de la carrière d'Henri Lafontaine, c'est évidemment la mise en place ou la tentative de mise en place de procédés et de procédures d'arbitrage en disant, pour éviter la guerre, il faut passer à une paix négociée, arbitrée, lorsqu'il y a des risques de conflit. L'Europe fait face à plusieurs guerres, parce qu'il y a la guerre directe entre l'Ukraine et la Russie, dans laquelle, qu'on le veuille ou qu'on le dise ou non, nous sommes impliqués immanquablement, livraison d'armes, autorisation d'utilisation de ces armes sur le sol russe. Nous sentons bien que nous sommes impliqués, mais il y a d'autres guerres qui ne disent pas leur nom et qui nous concernent aussi. La Géorgie, qui depuis 2008 se sent en permanence agressée. On sent ce sentiment dans les pays baltes où ils se disent « nous sommes les suivants sur la carte » et ils sont européens. Et d'autres, comme la Géorgie ou l'Ukraine, ont une aspiration à devenir européens. Est-ce qu'il y a place aujourd'hui, selon vous, pour une paix par l'arbitrage? À chaque fois qu'on a proposé l'arbitrage à M. Poutine, ce n'était qu'une parenthèse dans le temps. Non, je pense que quand vous parlez d'arbitrage, vous voulez dire avec une implication d'institutions extérieures. Oui. Oui. Oui, il va y avoir des discussions, évidemment, avec le changement de gouvernement aux États-Unis. Il y aura de gros changements. Ça a déjà commencé, hein, M. Trump a déjà vu M. Zelensky. Bien sûr, ça a déjà commencé. Et je suis étonnée des débats, du rapport à Trump, d'ailleurs, dans la société civile, dont les débats, c'est vraiment intéressant. C'est plus une question gauche-droite. C'est ça, quand on remet la question de la guerre et de la paix au centre du débat, on sort des débats gauche-droite. Parce qu'on peut très bien être de gauche et être militariste, et être de droite et être pacifiste. Ce n'est pas impossible. Donc là, ça complexifie évidemment les débats. L'arbitrage, oui. Enfin, moi, j'ai du mal à parler des questions concrètes parce qu'elles sont vraiment très complexes. Mais moi, ce que je réponds toujours par rapport à la question de l'Ukraine, je sais que c'est un peu faire de la politique fiction, mais que si on avait eu une politique de sécurité et de défense européenne souveraine, il n'y aurait jamais eu invasion de l'Ukraine. Et sans doute même de la Crimée en 2014. Donc l'erreur de l'Union européenne jusqu'à présent, c'est de ne pas s'être intégrée sur le plan de la sécurité. C'est pas demain que ça va se faire. Hein. Mais la plupart des fédéralistes, et là je ne parle pas des petites organisations fédéralistes, mais même des pro-européens, demandent une défense européenne depuis des décennies et des décennies. C'est tellement, ça tombe tellement sous le sens que c'est ça qu'il faut faire, même sur le plan purement Varsovie la demande financier. d'urgence. Ah, mais je pense que cela peut se faire. Mais Budapest téléphone à M. Poutine en disant « moi, je vous garantis que ça ne se fera pas ». Le problème, évidemment, c'est est-ce qu'on peut le faire à 27 ? Mais les pays les plus concernés sont justement certains des pays qui peuvent parfois, comme vous le dites vous-même, poser problème dans ces questions-là. Mais je pense que cela va se faire, parce que pour garantir cette sécurité, on a besoin d'une politique de défense. Et puis, bon, alors là, c'est vraiment penser à très, 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 très long terme. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, le gouvernement russe sera autre, et qu'il pourra y avoir une alliance, en fait, entre la Russie, d'un côté, et l'Union européenne de l'autre. Parce que, voilà, il faut bien se dire que l'Union européenne, toute seule, reste très petite. Et sur le plan des matières premières, l'Union européenne peut difficilement être autosuffisante dans un monde où tout va devenir beaucoup plus compliqué en termes d'exportation, que ce soit au niveau écologique, où il va y avoir de plus en plus de protectionnisme. Et donc là, je pense évidemment à très très long terme, mais ces guerres entre la Russie et voilà, des pays proches de l'Union européenne, ou peut-être même un jour faisant partie de l'Union européenne, sont complètement irrationnelles. Donc je crois que moi j'étais complètement contre en fait la réaction. Je sais que c'est très contentieux à gauche ou parmi les progressistes, puisque c'est devenu un mainstream de dire qu'il fallait soutenir l'Ukraine. Moi, il me semblait dès le départ que c'était David contre Goliath et que cela n'avait aucun sens de se lancer dans une guerre perdue d'avance, en fait. Et 2 ans après, des centaines de milliers de morts après, on se retrouve face à, de toute façon, l'obligation de céder une partie du territoire à la Russie. Alors, évidemment, les promesses des États-Unis, les promesses des Européens d'aider l'Ukraine ont pu donner l'impression qu'il était possible de mettre fin à cette guerre rapidement. Mais je pense que quand on sait qu'on ne peut pas gagner une guerre, il ne faut surtout pas se lancer dedans. Ça a servi qui ? Quels intérêts ? Je ne veux pas rentrer dans cette question-là parce que je ne suis pas une spécialiste de... je pense que... Parce qu'en général, quand il y a une guerre,
ça ne rapporte pas à tout le monde, mais ça rapporte quand même à certains. Mais c'est sûr que l'industrie de l'armement a toujours un intérêt à ce qu'il y ait la guerre, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'a vraiment posé problème, justement, du point de vue de la démocratie, c'est le fait qu'il y ait eu des décisions aussi fortes qu'envoyer des missiles longue portée, etc. Enfin oui, on peut dire que quand les citoyens votent, indirectement, ils sont consultés, etc. Mais ce ne sont pas des débats qui ont vraiment été abordés clairement pendant les élections, etc. Et ça, je trouve que c'est un vrai déni de démocratie. Parce que, comme le disait Tocqueville, naturellement, enfin, la plupart du temps, la démocratie s'oppose à la guerre. Parce que, en tout cas, dans une vraie démocratie où les citoyens sont réellement informés, où il n'y a pas trop de démagogie, où il y a une possibilité pour tous les courants de s'exprimer et d'éduquer aussi, entre guillemets, le citoyen à tous les enjeux sous-jacents à la guerre est complètement contraire à l'intérêt de la majorité des citoyens. Donc, quand on est dans une véritable démocratie, la majorité des gens ne choisissent pas la guerre. Ils choisissent plutôt la paix. Évidemment, le nationalisme, la politique identitaire en général peut-être parfois donner l'impression que les citoyens soutiennent la guerre, mais il y a beaucoup de manipulation. Et donc je crois que si on soumettait cette question au débat démocratique, la réponse serait claire. Le problème est le paradoxe évident entre la notion de défense d'une part, un lobby militaro-industriel qui va s'emparer de l'idée de défense en disant il n'y a pas de défense sans armement et il n'y a pas d'armement sans volonté de l'utiliser. Commençons par là. Comment imaginer une défense qui puisse rimer avec paix ou pacifisme ? Oui, ça peut paraître être un oxymore. Je peux comprendre les pacifistes qui disent éliminons tout armement, et comme ça on n'aura pas de guerre. Ça a du sens, mais en pratique, voilà, le problème c'est que le jour où on aura un gouvernement mondial qui imposera à l'ensemble des pays du monde de faire cela en même temps... On n'est déjà pas en mesure de créer un gouvernement européen réel, vous pensez à un gouvernement mondial ? À l'étape suivante, je pense, dans une optique kantienne beaucoup plus radicale que celle de Kant à l'époque, c'est ça, c'est d'aller... Dans combien de siècles ? Je ne sais pas, je crois au progrès, je crois vraiment on oublie, pour tous ceux d'entre nous qui avons des adolescents, etc., c'est parfois frappant à quel point les plus jeunes générations oublient l'histoire, mais il faut vraiment retourner dans l'histoire pour voir qu'il y a des progrès qui ne sont pas linéaires, mais les progrès existent, et je pense que la liberté collective est là de s'organiser, et donc à un moment donné, on ira vers ce gouvernement mondial. Il n'y a pas de nécessité, évidemment, mais c'est possible. Et donc, par rapport à cette question de, voilà, est-ce qu'il faut supprimer toute forme d'armement pour arriver à la paix dans un monde, dans une approche réaliste des relations internationales et pas idéaliste, c'est les rapports de pouvoir qui décident de l'orientation des relations internationales. Et donc faire cela, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est un petit peu l'idée que voilà, ça fait des décennies que les experts européens disent l'Union européenne, c'est du soft power, nous fonctionnons par la négociation, par le commerce, par la gentille conciliation, etc. Cela ne fonctionne pas dans un monde de requins, évidemment. Donc je pense qu'il faut trouver une juste mesure entre voilà, les approches réalistes radicales et les approches idéalistes radicales. Ce qu'il faut, c'est avoir une politique de sécurité et de défense qui soit purement défensive, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est parfaitement possible de combiner cela avec une approche pacifiste. Ouais, si je regarde un champ assez nouveau dans le champ de la défense, c'est-à-dire ce qu'on appelle globalement la cyberguerre, ou cyberdéfense, il y a d'ailleurs cette difficile limite. On a commencé par parler d'une cyberdéfense. Je me rappelle de discours français disant « nous avons une composante exclusivement défensive », la Belgique disant la même chose. Et puis on a très vite vu que c'est pas vrai. Il y a du cyberoffensif, et les QG cyberoffensifs en Estonie parrainés par l'OTAN, qui sont éminemment aussi européens, les composantes belges et françaises sont depuis lors en aveu de cyberoffensive. Donc, le cyberdéfensif, ça n'existe pas. Je suis d'accord qu'il y a de la manipulation discursive. Hein. Aucune guerre n'est présentée comme une guerre injuste, une guerre impérialiste, une guerre d'invasion. Que ce soit la colonisation à l'époque ou les impérialismes plus récents, on présente toujours la guerre comme étant menée au service de beaux idéaux. Donc bien entendu, là c'est la responsabilité des courants progressistes de déconstruire ces discours-là et de construire un discours alternatif et d'utiliser le vrai vocabulaire. Donc par défense, moi je crois aux mots et je pense en effet qu'il faut faire attention à la démagogie et aux manipulations discursives en politique. Et par défense, j'entends véritablement défense. Donc on nous attaque, c'est le seul moment où on a le droit de répondre. Quand Poutine rentre en Ukraine, il nous attaque ? Si l'Ukraine avait fait partie de l'Union européenne, oui.
L'OTAN, c'est autre chose, parce que tout le monde sait que voilà, dans la charte de l'OTAN, il y a les articles 4, enfin tout le monde sait, la plupart des gens savent qu'il y a une alliance en fait des membres de l'OTAN. Donc les articles 4 et 5. Oui, si l'un est attaqué, tout le monde, les autres doivent s'impliquer. De nouveau, dans une approche réaliste des relations internationales, j'explique bien ça dans le bouquin, ces articles ont très très peu été appliqués. Je pense une seule fois en fait après l'attaque du 11 septembre 2001. Et alors là, on a activé l'article 5 pour dire il y a une réaction, voilà, une coalition contre un membre, à cause d'une attaque contre un membre de l'OTAN. En pratique, cela dépend des rapports de force. Évidemment, c'était la superpuissance de l'époque, les États-Unis, qui étaient attaqués. Donc voilà, ça c'est le jeu de l'intergouvernemental. Là, je parle vraiment juste de l'Union européenne, parce qu'à ce stade-ci, je pense que l'intégration doit se faire au niveau de l'Union européenne. De fait, si l'Ukraine avait fait partie de l'Union européenne, on aurait sans doute dû répondre. Mais alors, pour ça, il faut une capacité de réponse. Mais je pense que la dissuasion dans les relations internationales, dans les relations militaires, joue énormément. Je ne pense pas que Poutine, que la Russie, le gouvernement russe aurait attaqué l'Ukraine même sans que l'Ukraine ne fasse partie de l'Union européenne, si l'Union européenne avait été dotée d'une véritable politique de défense. Je pense que le risque aurait été trop important. La faiblesse de l'Union européenne l'a poussé à faire cela. Donc si je résume, l'Europe, un grand marché, ça c'est indéniable, un nain politique et un lilliputien de la défense. Parce qu'en plus, nous ne nous mettons pas d'accord sur des projets européens communs en termes d'armement conjoint. Nous achetons du matériel américain à qui mieux mieux, un peu partout, ou des matériels qui ne dialoguent pas entre eux. Donc nous sommes dans un... Et oui, mais ces budgets-là étant colossaux, ça ne va pas changer demain. Ce sont des budgets colossaux, mais ça, c'est un argument en faveur de la création d'une défense européenne propre, c'est de dire que ça créerait beaucoup d'économies. Vous connaissez peut-être tous les rapports sur le coût de la non-Europe qui émanent du Parlement européen et de différents think tanks et qui chiffrent, je n'ai plus les chiffres récents en tête, mais c'est des milliards d'euros par an qui seraient économisés si on crée, là on parle que de l'armée, si on crée une armée européenne, parce qu'on n'aurait plus de doublons, parce qu'il existe des choses au niveau européen. La question de l'aspect industriel de l'armement est autre chose, mais ça fait partie de la politique de défense, mais en fait, ça fait partie de la question d'une politique industrielle européenne. Donc, une politique de défense européenne doit aller de pair avec une politique industrielle européenne, que l'on n'a pas. Donc, le problème, quand je dis on va sortir de l'ère de la globalisation, mais je pense que l'Union européenne n'en est pas encore à ce stade-là, malheureusement. Les traités européens sont extrêmement orthodoxes sur le plan économique. C'est vraiment, la loi du libre marché. En pratique, les États n'appliquent pas toujours les règles, évidemment. Mais je crois qu'on doit vraiment changer le rapport à la politique économique, créer une politique industrielle propre, contrôler davantage les frontières sur le plan économique, je ne parle pas de la question de l'immigration, c'est tout à fait autre chose, et cela ne veut pas dire qu'on est dans une approche trumpiste. On peut très bien être de gauche et considérer qu'on a besoin d'avoir une souveraineté économique. Non, mais gouvernement de droite plus récemment, gouvernement de gauche à une époque où l'Europe était largement dominée par des gouvernements de gauche, commande du matériel américain. Ça donne quoi? Ça donne, ces derniers mois, dans un soutien à l'Ukraine, la Belgique et les Pays-Bas qui livrent des F-16, c'est-à-dire des avions dont ils veulent se débarrasser parce qu'ils ont commandé des F-35, c'est des F-16 américains qui livrent à l'Ukraine. Ils forment des pilotes, mais si demain on a besoin d'armement, de possibilités de pièces de rechange, de capacité à les utiliser au-dessus du sol russe, on demande à qui? On demande aux États-Unis, au président des États-Unis, vous êtes d'accord qu'ils puissent les utiliser? Donc nous ne sommes jamais que des vassaux. Que des vassaux, mais cette question de la création d'une défense européenne et de façon sous-jacente la question de la souveraineté européenne est intimement liée au lien avec les États-Unis, évidemment. Parce que l'Union européenne telle qu'on la connaît est un petit peu, depuis le départ, les communautés européennes au départ, puis l'Union européenne, le petit frère ou la petite sœur des États-Unis. Ça peut changer ou pas? Ça doit changer, ça va changer. Donc les États-Unis, ça fait déjà quelques années qu'ils annoncent en fait leur retrait par rapport... Quelle que soit la couleur du président d'ailleurs. Quelle que soit la couleur du président. M. Obama a fait le même discours. Tout à fait. Donc leur retrait par rapport au monde en général, mais même par rapport à l'Union européenne en particulier, et via l'OTAN aussi. Donc l'OTAN elle-même encourage l'Union européenne à s'organiser davantage. Donc même là je parle des troupes dans le cadre de l'OTAN, il y a tous ces projets d'utiliser des troupes locales, alors qu'avant c'était beaucoup de troupes étrangères, etc. Donc il y a vraiment cette distance, voire cette rupture qui se fait petit à petit, qui est inévitable, qui est sans doute une bonne chose à long terme, parce que ça donnera plus d'autonomie aux Européens, si l'Union européenne l'utilise à bon escient, évidemment. Parce que moi, ce qui me fait très peur, c'est que
on est quand même dans un monde voilà, où la guerre fait rage, à nos portes, comme vous le dites très bien. Le danger, c'est de tomber dans le militarisme, c'est de tomber voilà, dans l'organisation en urgence et dans le militarisme, voire peut-être même dans l'impérialisme, et surtout d'éviter totalement la question de la démocratie, de l'état de droit, et que la guerre se fasse pour défendre des intérêts particuliers, que ce soit l'industrie de l'armement ou une petite partie de la population, et que ce soit la majorité de la population qui souffre des conséquences des guerres, comme ça se fait toujours en fait. Hein. Les guerres en général font souffrir la majorité de la population, pas la minorité des élites. La Maison-Blanche version Trump, soyons de bon compte, ses prédécesseurs le disaient d'une autre manière, mais elle le disait aussi, mais la Maison-Blanche de M. Trump dit il faudra que vous payiez votre contribution réelle, alors pour le coup, à l'OTAN, pour que j'accepte encore d'intervenir, sinon je vous laisserai faire et vous serez mangés. On voit les pourcentages subitement des budgets nationaux investis dans la défense, mais surtout dans l'armement, croître. La Pologne croît de manière spectaculaire, mais même dans nos pays, on sent qu'on doit croître, mais on croît vers l'armement. Pas forcément vers cette agence de défense commune européenne. C'est ça. Comme vous dites, il y a des intérêts derrière, parce que c'est l'une des industries qui génère le plus de profit, c'est l'industrie de l'armement. Non, ce qu'il faut, c'est que ce soit organisé au niveau véritablement supranational, mais contrôlé démocratiquement. Donc une armée européenne avec une politique industrielle de l'armement, associée, quand on dit sécurité, ce n'est pas uniquement l'armée, c'est aussi l'intelligence, donc les services secrets, et même la police, parce que tout cela est lié. Donc je ne sais pas, en pratique, si ça se fait, ça va se faire sans doute par le haut. C'est souvent comme ça, hein, presque toujours historiquement, quand on a créé une souveraineté, à quelque niveau que ce soit, ça s'est fait par le haut. Et puis il y a eu à un moment donné des mouvements plus populaires pour démocratiser cette souveraineté. Mais ça me fait évidemment très peur. C'est pour ça que le rôle des intellectuels, de la société civile, pour pousser, pour conscientiser les citoyens, pour qu'ils demandent à leur politique que ça ne se fasse pas justement par le haut uniquement, est absolument indispensable. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'OTAN, c'est que bon, c'est un schéma évidemment sur papier, mais bon, les schémas sur papier finissent par s'appliquer parfois. Hein. Les personnes des Lumières, on les considérait comme des doux rêveurs, etc. Et puis bon, voilà, il y a eu des progrès, des libertés qui ont été mises en place. Donc, dans le schéma sur papier que je propose, de sécurité européenne qui soit aussi pacifiste, ça supposerait évidemment une rupture, une sortie de l'OTAN telle que l'OTAN est conçue aujourd'hui, puisque c'est incompatible avec l'idée que donc une politique purement défensive est incompatible avec l'idée qu'on doit soutenir n'importe quel allié qui est attaqué partout dans le monde. Vous connaissez des capitales européennes et des opinions publiques européennes qui massivement seraient susceptibles d'épouser ces idées-là, en se levant alors comme un lobby en disant « on y va ». Mais je ne pense pas que ça fonctionne par pays, mais plutôt par courant. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup... Vous connaissez des courants majoritaires pour l'instant ? Malheureusement, non. Non, je pense qu'il y a une droitisation. Et c'est vrai, quand je disais le débat gauche-droite ne recoupe pas le débat militarisme-pacifisme, il y a quand même en général plus de tendance au pacifisme dans la gauche en général que dans la droite, c'est le problème. Mais je crois que c'est... De nouveau, je ne pense pas que les courants politiques reflètent mécaniquement la demande de la population. Je crois qu'il y a beaucoup de manipulation. Je crois que les courants politiques créent l'opinion également. Et donc, les courants qui sont peut-être minoritaires, les courants organisés qui sont peut-être minoritaires, peuvent et doivent s'organiser davantage pour influencer l'opinion. Et je crois que de façon latente, la paix, bien entendu, la paix est une aspiration première, fondamentale, instinctive, qui devrait en fait s'exprimer au niveau politique, mais qui ne s'exprime pas. Par exemple, le pacifisme comme leitmotiv n'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Bon, ça existait dans les années... Je crois que la dernière fois, c'était dans les années 60, sans doute, 70, mais ça va revenir. Je pense que vraiment, ça va revenir. En conclusion, on pourrait se poser la question de savoir, finalement, est-ce qu'il y a des grands hommes ou des grandes femmes capables d'incarner, pour l'instant, cette idée et de porter ce combat, parce que le drapeau européen n'est même pas forcément le premier drapeau que les citoyens en Europe référencent. Alors,
Oui, donc deux aspects de cette question très intéressants. Et ça rejoint une autre question que vous avez posée tout à l'heure à laquelle je n'ai pas eu l'occasion de répondre. Je pense que le sentiment européen est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Il y a quand même beaucoup d'eurobaromètres, beaucoup de sondages qui montrent, surtout chez les jeunes populations, mais même partout, il y a un sentiment européen qui est là, en fait. Maintenant, là, je parle évidemment en dehors de l'une, mais même au Royaume-Uni, il y a une aspiration chez les jeunes à vouloir revenir dans tout un tas de programmes européens de voyage. Donc il est là, c'est simplement qu'il n'est pas exprimé politiquement. Et alors sur la question des grands hommes ou des grandes femmes, moi j'avoue que je n'ai pas cette idéalisation de la personne en politique, absolument pas. Pour moi, le personnage politique, ou la personne politique, sont souvent des caméléons. On a vu des revirements radicaux dans les personnes de pouvoir, je parle maintenant dans la période contemporaine, mais même historiquement. Et je pense que ça dépend plutôt de poussées de mouvements. Donc de mouvements populaires et aussi d'intellectuels. Et je pense que certaines personnes qui ont pu défendre des idées européennes, peut-être très diluées, accepter le statu quo, pourraient devenir des fédéralistes beaucoup plus engagés s'ils sentaient que c'était payant politiquement et s'il y avait donc un mouvement populaire derrière. Vous avez peur à court terme et confiance à long terme ou ça ne marche pas comme ça ? Non, je pense que malheureusement que le futur n'est jamais décidé. Les crises, on sait qu'elles sont certaines. L'issue n'est jamais certaine, mais je crois vraiment dans le combat idéologique. Je crois quand même dans la force, dans une optique un peu néo-gramscienne. Je crois dans la force du combat idéologique. Mais non, il n'y a pas de nécessité, mais j'ai quand même une certaine confiance dans le long terme. Oui. Merci en tout cas de nous en avoir donné les grands axes et les leviers et vos analyses de la situation, Sophie-Anne. Je rappelle donc que vous venez de publier en 24 Défense européenne pour les citoyens, souveraineté, démocratie, état de droit. Vous conviendrez qu'on a évoqué chacun de ces termes et c'est publié chez Couleur Livre. Merci à vous de votre fidélité à notre chaîne YouTube et à cette chère Henri Lafontaine. Je vous le redis, partagez-la, faites-en connaître l'existence et demeurez-nous fidèles. Merci.